Voilà pour les titres. Bonsoir. Le ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire organise bientôt des journées portes ouvertes pour s'offrir une meilleure visibilité. Et l'agenda de cette opération de charme a été dévoilé à travers une conférence de presse. Cette activité annoncée permettra au public de découvrir les différentes missions de ce département très stratégique dans la programmation, l'exécution et l'évaluation des différents programmes de développement. Albertine Yakin. La consolidation du système de planification dans un cadre d'échange et de discussion. Une initiative du ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire dont la mission consiste à créer un nouveau contexte qui modifie les approches de la planification au Togo et définit les méthodes de travail avec les outils appropriés. Les journées portes ouvertes et le Forum national sur la planification sont au programme des chantiers de reconstruction du système national de planification. Nous avons connu plusieurs systèmes de planification et le forum permettra de tirer les leçons de l'expérience passée en matière de planification quinquennale, l'expérience en matière d'ajustement structurel, l'expérience en matière de préparation et de mise en œuvre des BSRP pour bâtir un système de planification. La présentation de l'agenda du Forum national ouvert à tous les praticiens venus de divers horizons de l'administration publique, des collectivités locales et du secteur privé vise à jeter les bases du nouveau système de planification au Togo. Les cadres supérieurs du ministère de l'économie et des finances ont achevé leur formation axée sur la conduite du changement. C'est un recyclage organisé par le ministère et ses partenaires techniques et financiers, le FMI et l'Union européenne, un renforcement institutionnel pour améliorer la gestion des finances publiques au Togo. Florence Kwekbas, Christine Petit-Kialouté. Pour mener à bien le processus de restructuration du ministère de l'économie et des finances, les acteurs clés devant impulser le changement, notamment les directeurs généraux et chefs de service, ont bénéficié pendant 4 jours d'une formation et se sont appropriés les différents mécanismes devant conduire à un nouvel organigramme adéquat. Nous avons été dotés d'un certain nombre d'outils pour vraiment mener à bon terme ce processus. Avec ce processus de modernisation, le ministère de l'économie et des finances sera restructuré pour s'adapter aux nouvelles directives de l'UEMOA relatives à la loi organique des finances et du code de transparence. Ces directives amènent de nouveaux défis, notamment une gestion axée sur les résultats, une majeure efficacité des politiques publiques, la reddition des comptes. Dans les prochains jours, le ministère mettra le dispositif institutionnel requis pour conduire le changement en son sein. De son côté, la direction de l'économie a ciblé les opérateurs économiques pour des échanges structurels devant induire des changements positifs sur leurs différentes activités économiques. À l'ordre du jour, l'analyse et la dissémination des résultats d'une enquête de prévision macroéconomique menée au cours de l'année 2013. Assurer une gestion rigoureuse et efficace de la prévision des comptes macroéconomiques et disposer des estimations et prévisions dans les meilleurs délais qui tiennent compte de la vision des grandes entreprises, voilà la préoccupation majeure de la division prévision de la direction de l'économie. Pour répondre à cette question, ce département a commandité une enquête de prévision macroéconomique pour le compte de l'année 2013 et les résultats sont partagés ici avec les opérateurs économiques. Nous avons besoin de savoir ce qui se passe au niveau de ces entreprises-là pour ce qui concerne la production, les investissements, la situation financière, les exportations, pour pouvoir alimenter de façon crédible notre exercice de cadrage macroéconomique. Cette rencontre de vulgarisation des résultats de l'enquête réunit les directeurs généraux, les chefs d'entreprise et les organisations de la société civile. Ceux-ci devront mettre en pratique les résultats de ces recherches au profit d'un développement durable de leurs entreprises. Le mois d'octobre est décrété mois du civisme et de la citoyenneté au Togo. Ce projet est initié et piloté par le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique. La ministre Koumelo en a été ce samedi à Sokode où elle a appelé les populations à adhérer à cette nouvelle vision qui invite à un retour au bon comportement civique pour une meilleure cohésion sociale. Nous y reviendrons.
Les valeurs prônées à travers cette campagne n'ont rien d'extraordinaire. Il s'agit des gestes et comportements quotidiens qui illustrent par exemple le respect des emblèmes de la patrie, le maintien de la salubrité dans les rues, le respect de la chose publique, des vertus qui semblent abandonnées et qui méritent d'être valorisées par un sursaut d'orgueil. Adolphe Paka. Le ramassage est intensif à travers la ville, mais les dépotoirs ne désemplissent pas. Au niveau des caniveaux et égouts, des déchets plastiques qui s'insinuent partout et imposent leur loi, pas moins de 400 ans pour disparaître, avec toutes les conséquences que cela peut engendrer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons nous armer du courage pour expliquer à nos citoyens, concitoyens qui ne comprennent pas encore que certains actes ne méritent pas d'être posés. La situation est encore plus préoccupante ici au grand cimetière d'Aguenivé, transformé en dépotoir ou toilette à ciel ouvert par des riverains. Franchement, moi j'ai la chair aux poules. Au cimetière, le cimetière c'est la dernière demeure de l'homme. On ne doit même pas laisser jeter les ordures là-bas. Des comportements marquent d'incivisme qui sapent les efforts engagés par l'État dans la politique des grands travaux. La brigade verte installée pour la veille environnementale joue déjà son rôle, mais elle peut aussi compter sur le soutien des autorités municipales pour gagner cette bataille. Nous n'allons pas laisser les citoyens continuer dans cette vie d'incivisme. Ceux qui tenteront toujours de prendre les voies et caniveaux comme des dépotoirs seront sanctionnés. L'assainissement des quartiers reste alors une nécessité et chaque citoyen doit apporter sa contribution à l'entretien des infrastructures nouvellement réalisées pour leur durabilité au profit de tous. Togo Environnement Propre a initié un projet de brigade verte. C'est une sorte de police environnementale qui doit veiller à la propreté dans les quartiers. Une première unité a été mise en place à Lomé. Elle sert de phase pilote. Vendredi, cette brigade a fait une descente au marché de Nukafu à Lomé. Luc Assi, Adolphe Paka. En pleine rue ou au studio de la radio du marché Nukafu, la brigade verte du 2e arrondissement, munie de mégaphones et de pics sachets, intensifie la sensibilisation sur la gestion des ordures plastiques, l'assainissement dans les quartiers et surtout les comportements citoyens pour assurer la propriété de l'environnement. La cible est attentive au message. Ça bouche, même nos caniveaux qui sont dans le marché, des fois ça bouche. Alors quand la pluie tombe, on est dans l'inondation. Donc je vois que c'est un bon message. Sensibilisation, désengorgement des caniveaux, assainissement de la voie du marché Nukafu par le ramassage des sachets plastiques. Les brigadiers sont à l'œuvre pour accomplir leur mission, celle de la veille environnementale et l'éducation citoyenne. Après cette opération, nous allons rentrer dans les ventes, dans les maisons, dans les boutiques pour discuter, échanger et éveiller la population sur la nécessité de protéger notre environnement. Cette action menée par la Brigade Verte, une initiative de l'ONG Togo Environnement Propre, n'est donc que le début d'une série d'activités pour rendre le Togo propre et attrayant. Les membres du Parti uni resserrent leur rang dans la perspective des échéances qui se profilent à l'horizon. À Agou, les militants se mobilisent pour la présidentielle, mais aussi pour le développement de la localité et la prévention du virus Ebola. En pleine activité de sensibilisation ce samedi, à Agou Gadjepé, ils ont eu la visite surprise du Premier ministre. Christine Petit-Kialouté. Gadjepé, dans la préfecture d'Agou. C'est ici que les cadres du Parti UNIR, points focaux cantonaux, préfectoraux et sympathisants se sont retrouvés pour échanger sur des questions de développement de leur milieu. En plein travaux, ils ont reçu la visite du chef du gouvernement Selago Diaoubenzounou, coordonnateur national du Parti UNIR et fils de la région des Plateaux, qui leur a prodigué d'utiles conseils. Pour le Premier ministre, rien ne peut être construit dans la division. Il a apprécié l'initiative des cadres d'Agou et appelé à des initiatives pour le développement de la préfecture. Les participants ont été également sensibilisés sur le droit de vote, le civisme et les mesures à prendre pour éviter la maladie à virus Ebola. Nous sommes là d'abord pour parler à nos frères et sœurs de nos problèmes de développement.
L'État fait ce qu'il doit faire, mais je pense qu'il y a une responsabilité de la part des cadres, des enfants du milieu. Nous avons profité pour rappeler à tout le monde que le droit de vote est un devoir civique, nous sommes dans le mois du civisme, et constitutionnel. Et on ne peut exercer ce droit si on n'est pas inscrit. La préoccupation majeure des cadres est qu'une nouvelle dynamique de développement soit donnée par les filles et fils à travers des actions inclusives. Ceci a permis de mobiliser les troupes et donc de remettre cet élan-là dans les fils et filles d'Agou. Pour les prochaines élections présidentielles, selon le coordonnateur préfectoral du parti UNIR, la population d'Agou doit travailler pour améliorer le score en termes de voix en faveur du parti. Pour cette raison, les forces et faiblesses de la stratégie de mobilisation des voix ont été identifiées et des réponses appropriées seront apportées. Le virus Ebola s'invite partout à toutes les activités de sensibilisation de masse. Il a déjà infecté 10 000 personnes et tué presque la moitié en Afrique de l'Ouest. Au Mali, la petite fille de 2 ans contaminée est décédée. Toutes les personnes qui l'ont côtoyée sont scrutées à la loupe. Et pendant ce temps, grosse frayeur en Côte d'Ivoire, un agent de santé guinéen suspect se serait infiltré dans le pays. Ebola a fait sa première victime au Mali. La fillette de 2 ans diagnostiquée jeudi à Caille, dans l'ouest du pays, n'a pas survécu. 43 personnes qui avaient été en contact avec elle ont été placées à l'isolement. Malgré tout, les autorités se veulent rassurantes. Je veux insister sur le fait qu'on peut guérir de Ebola. Donc il ne faut vraiment pas que les gens soient stressés au-delà de la normale. Et il faut faire attention, il faut être vigilant. Il y a des mesures d'hygiène qu'il faut maintenir. Ce qui inquiète pourtant, c'est que la fillette, rentrée récemment de Guinée avec sa grand-mère, avait voyagé à bord d'un autobus. 1000 km via Bamako, et ce, alors qu'elle était déjà malade et donc contagieuse. On ne sait pas combien de personnes l'ont côtoyée. Nous avons mis en place un dispositif pour repérer tous les contacts de la fillette à Bamako. Nous avons repéré le camion qui a permis de transporter la fillette de Bamako à Caille et nous l'avons totalement désinfectée. En Côte d'Ivoire aussi, l'inquiétude gagne. Le pays, épargné jusque-là, retient son souffle. Un homme est activement recherché. C'est un agent de santé guinéen qui aurait pris peur après avoir été en contact avec un malade. Il serait rentré clandestinement en Côte d'Ivoire. Pour autant, il ne faut pas céder à la psychose. L'agent de santé n'est pas forcément malade, disent les autorités. Nous n'avons aucune information sur son état de maladie et aucune de nos structures sur les 80 districts qui existent en Côte d'Ivoire ne nous a signalé la présence d'un individu qui présenterait des cas qui pourraient nous faire penser que cette personne serait malade. Pour rassurer, les autorités ivoiriennes ont ouvert à la presse les portes du centre Ebola situé dans un grand hôpital d'Abidjan. Plus que jamais, la Côte d'Ivoire est sur le qui-vive alors que le cap des 10 000 cas d'Ebola vient d'être franchi en Afrique de l'Ouest. Cap sur les savanes au Togo, où une cérémonie de passation s'est effectuée au 4e régiment interam de Niupourma à Dapaon. Le sortant, le lieutenant-colonel Malibada Nyasingbe, cède sa place au lieutenant-colonel Monique Beni Mangorgou. Désiré à lui. Diplômé de l'école de guerre d'Abuja au Nigeria, le lieutenant-colonel Monique Beni Mangorgou est désormais aux commandes du 4e régiment inter-armes de Niupourma à Dapaon. Il remplace le lieutenant-colonel Malibada Nyazingbe, diplômé de cours inter-armes de défense école de guerre au Cameroun, appelé lui à diriger le Centre national d'instruction des FAT, CENI basé à Kara. La cérémonie de passation de commandement a été dirigée par le colonel Kofi Mba Batanta, chef d'état-major de l'armée de terre.